Donc je m'appelle Baptiste, j'ai 34 ans. Je suis traducteur indépendant depuis. J'ai officiellement lancé mon activité en début 2016. Mon parcours, comment je suis arrivé là? À la base, j'étais vraiment pas du tout destiné à ça parce que après un bac éco, je suis parti en gestion d'entreprise, en DUT GEA, gestion d'entreprise et administration. Donc en 2 ans. J'ai ensuite embrayé sur un IAE, Institut d'administration des entreprises, donc en démarrage en L3 jusqu'en Master 2, là Ok. en spécialisation gestion management, enfin, bref, tous les trucs un peu, j'allais dire un peu bullshit, mais non, enfin, c'est un peu exagéré de dire ça, mais enfin, voilà. Ce qui en gros à l'époque était vraiment le parcours un peu classique que moi et beaucoup de mes camarades pouvions faire. Ce parcours L3 M2 m'a amené à partir en stage à l'étranger 2 fois. Je suis parti à Malte dans le cadre d'un stage vraiment purement linguistique. L'idée, c'était de bosser de l'anglais, enfin, pratiquer l'anglais beaucoup, beaucoup. Et je suis parti au Québec aussi en M2, où là, c'était vraiment, enfin, il y avait vraiment un côté genre un projet pro derrière le stage, mais qui était assez intéressant aussi. Et quand je suis revenu, de ce. Enfin, j'ai terminé du coup ce master en septembre 2012, pas en juin 2012, parce que du coup j'avais pris. Il y a eu du décalage dans mon stage et bref, j'ai été diplômé en deuxième session. J'ai commencé à chercher du boulot pour repartir vite à l'étranger, à postuler sur ce qu'on appelle des VIE, des trucs comme ça, volontariat international entreprise. Truc qui était pas mal en vogue à l'époque, parce que c'était encore assez neuf, entre guillemets, maintenant c'est complètement démocratisé. L'inconvénient de ça, c'est que on est beaucoup à postuler pour pas beaucoup à être appelé. Donc, au bout de quelques mois à peine, ouais, entre 2, 3 mois, ça a commencé un peu à me courir. Et je voyais bien que ça n'allait pas forcément me mener à ce que je voulais faire. Enfin, et puis la question, c'était genre, est-ce que j'ai envie d'aller me foutre dans un bureau et de bosser pour un truc en lequel je crois pas particulièrement. Bon, Oui, je pense qu'en plus, les voyages, ça a peut-être accentué ce côté où on a envie de finalement d'élargir un peu les horizons et de pas forcément. oui, bien sûr. Ouais, ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Mais enfin, tu vois, il y en a pour qui ça conforte le choix et d'autres pour qui ça le questionne. Moi, ça a plutôt été la deuxième option. Et en fait, moi, la traduction était dans un coin de ma tête depuis déjà 3 ans, à peu près 2, 3 ans, ouais, depuis le début de la L3. Euh, Parce que c'est à ce moment-là aussi que j'ai commencé à beaucoup regarder, à beaucoup lire en anglais. Lire surtout tout ce qui était journaux, etc. J'ai jamais été un grand féru de bouquins en anglais, parce que ça me demande vraiment beaucoup de concentration pour comprendre. Pour comprendre. Euh, mais du coup, voilà, j'avais ça dans un coin de la tête, avec une envie particulière pour la traduction audiovisuelle, parce que ça peut couvrir le sous-titrage, mais aussi la traduction de jeux vidéo, qui étaient des trucs vraiment qui me. Enfin, j'ai un peu comme un cliché de garçon. Moi, j'aime bien jouer aux jeux vidéo et regarder la télé. Voilà, donc j'ai cherché un peu, je me suis un peu questionné, est-ce que j'étais prêt à reprendre des études à ce moment-là? J'avais 26 ans, à repartir pour 2 ans. Oui, non, peut-être, je sais pas, j'en ai parlé avec des copains, et puis un jour, au détour d'un coup de tête, enfin pas d'un coup de tête, parce que du coup c'est réfléchi, mais je me suis dit, vas-y, enfin, bon, j'ai postulé, voilà, j'ai postulé, et puis j'ai commencé du coup à regarder les modalités d'accès. Enfin non, non, avant ça, j'ai commencé à regarder où est-ce que je pouvais faire ça, et Strasbourg s'est très vite dégagé, l'ITIRI de Strasbourg, notamment de par la reconnaissance qu'elle a, enfin que l'Institut a sur la formation de la traduction de visuel. Donc j'ai vu les modalités d'entrée, et puis bah, j'ai commencé à préparer, bah, du coup à découvrir la version et le thème un peu par moi-même à l'époque. Voilà, j'ai passé les tests, je les ai réussis, et du coup j'ai démarré en septembre 2013 mon master, et je l'ai fini en septembre 2015. Ok. Du coup, après la formation du coup à Strasbourg, est-ce que tu te rappelles, c'était quoi le premier contenu que tu as eu à traduire de manière professionnelle, indépendante, après l'école
Quelle démarche tu as dû faire pour mettre un pied dedans au seul, quoi? Un des premiers trucs que j'ai traduit des articles de blog pour Médecins sans frontières. D'accord. Ça a été un des premiers trucs que j'ai fait. D'accord. Et donc, c'était une annonce que tu as vue en ligne Non, c'était du piston. Ok, On va, meilleure technique, hein. on va pas se mentir. Il y a beaucoup de ça. Hmm. Mais attends, c'est une bonne chose d'avoir Ah ces bah, options quand même. oui, j'étais très content et c'était vraiment, Oui, c'était j'imagine. une bonne mise à pied à l'étrier, mais oui, j'ai pas débarqué la fleur au fusil en contactant MSF en disant salut, je suis traducteur. Je veux dire, j'aurais clairement pas été le seul à le faire, quoi. Donc voilà, Ouais. j'ai la chance de connaître quelqu'un qui travaille. Oui. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et du Et coup, avec ouais, l'expérience de... Oui, ça a été mes premiers travaux de traduction. ok. Et du coup, j'allais te demander, avec l'expérience de l'école, tu as peut-être fait du coup des traductions en groupe. Est-ce que dans ton expérience à toi, c'est plus facile? Quels avantages il y a à travailler en groupe ou seul? Est-ce qu'il y a une préférence? On en a fait des trades en groupe, bah, pour pas mal de cours de thèmes, de versions, pardon, notamment, surtout en M1 pour le coup, en M2 un peu moins quand même, mais ouais, où en fait, beaucoup de profs nous demandaient de bosser sur enfin, on faisait genre en gros plus ou moins un texte par cours, quoi. On était des petites classes. En TD, on était, je pense, une 15-20, tu vois, pas beaucoup plus. Donc ça faisait des petits groupes de 3. Et puis là où la prof demandait de bosser, alors vous trois, vous bossez sur, je sais pas, genre, ces 20 premières lignes là, vous sur ça, machin et tout. Donc après, il y a plusieurs dynamiques qui se dégagent de ce truc-là, mais enfin, nous, ce qu'on faisait, c'est que généralement, chacun prépare un petit peu son truc. Et puis on trouvait un moment pour mettre en commun un peu avant le cours. Et puis voilà, du coup on se mettait d'accord sur s'il y avait des tournures ou des trucs qu'on estimait avoir compris plus de cette manière ou plutôt d'une autre. Et voilà, on se mettait d'accord à ce moment-là, on tranchait. Et puis c'était pas un choix non plus très très grave, hein, mais c'était ça. Ça a jamais été genre quelqu'un le fait enfin il y en a un qui le fait toutes les semaines et ça change. Enfin, moi je trouve pas ça très intéressant pour le coup. Oui, ok. Oui, c'est vrai. C'est vrai que nous, pour mon expérience à moi en co-traduction actuellement là en M1, on traduit un texte tous ensemble. Donc on est à peu près une vingtaine en classe. Et c'est vrai que des fois, il y a des concours d'ego, des fois il y a des idées, on est passé à autre chose et d'un coup on revient sur une phrase et on se dit ah mais c'est vrai que ça remet tout en question. Donc Ah bah ouais, c'est des fois c'est intéressant et puis en même temps des fois on se dit un peu aussi et mon idée elle était quand même bien justifiée, bon on vote mais quand on voit qu'il y en a toujours qui sont contre aussi donc on faut bien qu'on avance, c'est un peu compliqué aussi donc je trouve ça intéressant des fois de... ouais, c'est un vrai travail, l'écoute des autres, bah, surtout dans une profession qui est quand même assez solitaire, finalement, surtout quand tu l'as fait en indépendant, donc, Ouais, j'imagine. où t'es pas forcément habitué à avoir des retours, ou alors généralement quand on a, c'est très souvent pour te dire, de ta part tes clients, pour te dire qu'ils sont pas très contents de ce que tu as fait, parce Mm. que ils se gardent bien de faire des retours quand ça va, évidemment. Ouais, ça Donc m'arrive. ouais, c'est assez pas, c'est pas des dynamiques auxquelles on est habitué, en tout cas. Ouais. Du coup, en tant que traducteur, c'est quoi tes principales préoccupations? Quelles questions tu te poses avant de te lancer dans une rédaction? Est-ce qu'il y a un truc auquel tu veux surtout pas déroger? C'est quoi les points principaux? Les conditions de travail, Mm. c'est-à-dire le délai, le budget, voilà, le délai et le budget. Mm. Si je peux m'entendre là-dessus, enfin, si j'ai une vision claire là-dessus, bon, après, et je veux dire, et fatalement que ce soit quelque chose qui soit de ma compétence. Enfin, je veux dire, si on me demande de traduire un bouquin, je vais dire non, c'est sûr. Mais voilà, le délai, le budget, Ok. c'est les, Est-ce que les enjeux restent les mêmes selon les contenus? Ça veut dire si on passe d'une vidéo à un article, est-ce que les questions vont être les mêmes sur le sens qu'il faut garder, quelle information on transmet, est-ce qu'on garde la forme? euh, alors, non, enfin, ça va dépendre en fait. Le sous-titrage a cette particularité qu'il est contraint techniquement.
il est contraint techniquement parce que du coup, parce que tu ne peux pas afficher plus d'un certain nombre de caractères qui varient en fait selon les clients et selon les supports sur lesquels tu travailles, mais qui en gros va au minimum, je crois que c'est Arte, 35 caractères par ligne, jusqu'à les plus gros trucs de cinéma, c'est 42. Sachant qu'une espace, c'est un caractère, hein. Donc, on se met une apostrophe, c'est un caractère aussi. Donc, bon, le gap de 7 n'est pas non plus énorme. Euh, donc, du coup, tout ça, ça t'oblige à une énorme à faire des choix, genre à quelle information tu choisis de garder, et du coup, à essayer d'être le plus concis possible. Quitte à ce que 95% des gens ressentent en regardant des sous-titres en disant, mais c'est pas ça qu'il a dit. Oui, effectivement, c'est pas ça qu'il a complètement dit, mais si tu veux. Si je dis ce qu'il a vraiment dit, je vais te mettre 4 lignes de sous-titres et tu vas pas avoir le temps de lire et du coup la scène va passer, quoi. Oui. Donc ça sort vraiment à part par rapport à une traduction d'un article, d'un billet de blog ou genre d'un manuel technique, quoi. Enfin, genre ça c'est le surtout ce qui va être traduction, genre, entre guillemets de l'écrit de la rédaction. Les enjeux sont assez souvent les mêmes. Ce qui va changer éventuellement, c'est la quantité de recherche qu'il va falloir que tu fasses. Je veux dire, si tu traduis le manuel d'utilisation, je sais pas, d'un appareil photo ou d'un truc comme ça, bah, si t'as pas un petit peu de connaissances en photo, il va falloir faire des recherches parce que clairement l'optique, etc., c'est quelque chose d'un petit peu costaud. À l'inverse, si la géopolitique c'est ton dada et que du coup tu te retrouves à traduire, je sais pas, des trucs des publications de l'Iris ou des publications de revues, et bah, du coup t'as pas trop de recherche à faire. Tu vois, mais voilà, ces trucs-là sont sont assez liés. Après, ouais, le sous-titrer une vidéo, c'est un truc à part, quoi. C'est pareil pour le doublage. C'est pareil. Le voice-over, c'est pas encore tout à fait pareil parce que le voice-over, c'est les voix de commentaires que tu as sur les documentaires très souvent. Où là, en fait, t'es un peu plus libre. T'es un peu plus libre parce que t'es pas contraint en termes de critères, vu que c'est un truc qui va être doublé, hein, par-dessus la voix de base. Et en plus de ça, tu peux te laisser aller à vraiment te détacher du texte, quoi. Et aller trouver des jolies formules et tu vois, faire chanter un peu, quoi. Et un peu de poésie, quoi. Ok. Voilà, ça c'est possible. Ce qui est pas vraiment le cas, ni dans le sous-titrage, ni dans le doublage. Parce que le doublage, du coup, vu qu'on a l'image, j'imagine qu'il faut aussi correspondre à ce qu'on voit. Et Bien sûr, oui, t'as tout le problème de la synchronisation labiale. Ouais, bien sûr. ça doit être un sacré travail. Ouais, ça, j'ai pas encore eu l'occasion d'en faire pour le coup. Je me suis pas du tout formé ou spécialisé en doublage, mais ouais, c'est assez bluffant. Une bonne VF quand c'est bien fait, c'est assez impressionnant. Ouais, c'est impressionnant. Du coup, par rapport au choix, quand on te propose un, un contenu à traduire, donc j'ai cru comprendre que tu avais certains domaines préférés que d'autres, mais par exemple, s'il y a un livre, mais qui traite vraiment d'un domaine que tu connais très bien, type jeu vidéo, est-ce que ça va te tenter ou est-ce que non, tu vas rester sur des contenus que tu as déjà fait, comme voilà, articles, et vraiment pas t'approcher du livre C'est un sujet qui te parle, bien sûr. Non, enfin ouais, sur un sujet qui me parle, je suis prêt, voilà, un peu à négocier, voir un peu comment ça se passe, mais ouais, effectivement, sur un sujet qui me parle, oui, Ok, mais sinon, en clairement. général, ça vraiment plutôt plus le contenu, moins du coup les livres que le reste. Ouais, Il y a un enfin, choix à faire, quoi. c'est ça. Fait puis ouais, je me suis spécialisé dans ce domaine-là. Enfin, c'est aussi pour que cette spécialisation et cette formation particulière me servent. Mais effectivement, enfin moi je suis aussi un très très grand fan de sport, tout ce qui est rugby, basket, etc. Donc, enfin, si un jour quelqu'un me dit, vas-y, il y a un bouquin sur du basket ou du rugby, oui, enfin, je vais y aller les yeux fermés, clairement. Mais voilà, sur quelque chose que je connais et sur lequel je sais que je peux entre guillemets apporter une certaine expertise. Mm. Après, Sinon, enfin, c'est j'irai jamais traduire un roman, enfin, non, jamais. qui parle en plus d'un sujet qui C'est te... ça. Et puis pour le coup, enfin, je veux dire, c'est au-delà d'avoir la capacité. Enfin, je veux dire, pour bien écrire, pas pour, donc il faut une belle plume, mais du coup, il faut lire beaucoup. Et clairement, je lis pas assez, tu vois. Donc, enfin, les bons, les bons traducteurs littéraires sont des gens qui lisent aussi beaucoup. Donc, du coup, enfin, tu vois, qui sont habitués à ça. Et de C'est toute pas mon façon, cas.
la traduction, ça touche tellement de domaines que oui, il en faut pour les littéraires, il en faut pour Oui, c'est ça. tous les domaines. Oui, bien sûr. J'ai lu que traduire, enfin j'ai lu, on entend aussi, traduire c'est faire parler deux cultures, mais quand il y a des subtilités, typiquement dans un reportage, est-ce que le traducteur va décider de faire une traduction idiomatique qui correspond à la langue dans laquelle on traduit, etc. Ou est-ce que on essaie de garder les références de l'auteur, même si c'est quelque chose qu'on ne connaît pas forcément dans la langue Tout dépend si tu es dans une approche sourcière ou cibliste, mais quand même globalement c'est pas mal d'essayer de trouver un équivalent pour le pays pour lequel tu traduis. Quand on estime que l'auteur a fait une faute aussi, c'est des choses qui arrivent malheureusement. Est-ce qu'on garde la faute? Alors ça dépend bien sûr le type de faute aussi. Si on sait que c'est une faute de traduction, on corrige. Mais si c'est une faute, genre Michael Jackson a écrit la 5e symphonie de Mozart, enfin, ça va pas du tout. Est-ce qu'on considère qu'il a fait exprès, que peut-être, après, peut-être plus dans un sens fictionnel du coup, parce que si c'est concrètement un documentaire, on va le changer. Mais si c'est dans une fiction, est-ce qu'on modifie la faute de l'auteur ou est-ce qu'on considère que voilà, c'est ses références, il s'est trompé, il n'est pas très calé sur le sujet et que ça transparaît dans son bouquin, quoi. C'est assez marrant que tu poses la question. Moi, j'ai fait de l'adaptation il n'y a pas très longtemps d'un épisode de télé-réalité américaine. Où au-delà, ou si tu veux, au-delà des potentielles informations erronées qui peuvent être données, tu as aussi toute une façon de parler qui n'est pas bonne en fait, enfin, genre qui n'est pas grammaticalement correcte en anglais. Donc qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? T'affiches une faute en français et tu te risques à te faire déboîter par les gens qui regardent ça et qui vont tweeter, il ne sait pas écrire. Ou est-ce que tu dis non, on dit pas comme ça. C'est un peu pareil pour l'exemple que tu donnes, quoi. Enfin, je veux dire, clairement, le truc, c'est que, c'est, comment dire, c'est quelque chose, enfin, éventuellement qu'on aurait pu voir avec Trump, tu vois, genre toutes les conneries que ce mec-là a pu dire. Je pense que ces interprètes les ont traduits et interprétés telles qu'elles ont été dites, tu vois. Donc, Ouais, c'est assez, c'est assez dur à choisir comme truc. Enfin, il y a le truc il faut respecter l'intention de l'auteur. Alors après, est-ce que l'auteur fait ça intentionnellement ou est-ce que ouais, tout ce truc-là. Mais je veux dire, la traduction est déjà quand même vue comme une trahison, ce truc-là. Si en plus de ça, tu changes le ce qui a été dit, ouais. bon, là, tu réécris quelque chose en fait, clairement. Tu réécris d'autant plus, mais c'est assez particulier à aborder comme question. Mais ça, pour le coup, c'est généralement pas à toi de prendre la décision tout seul ou toute seule. T'en parles avec un client, enfin, tu vois, il y a des informations qui remontent auprès du client final. Enfin, tu vois, en tous les cas, c'est jamais à toi, genre, de choisir définitivement. Enfin, tu vois, tu peux, quand même temps que tu traduis ton truc, relever certaines incohérences, certains trucs, tu dis, bon, je suis pas trop sûr là-dessus. Puis tu fais un retour à ton client pour dire, il y a ça, ça et ça, je suis pas bien sûr, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on garde, etc. Et du coup, ça peut amener soit à être supprimé, édité. Est-ce que du coup, je peux te demander ce que tu as décidé de faire pour la traduction des petites fautes qu'il y a pu avoir dans la télé-réalité? Non, je les ai mises, je les ai corrigées. Après, j'ai essayé de faire en sorte que ça sonne un petit peu genre oralisant, tu vois, pour que ça, pour que ce soit un peu moins beau. Mais c'est ça. Mais bon, mais faire du sous-titrage un peu oralisant, enfin, tu vois, c'est pas très très beau, quoi, clairement. Mais bon, en même temps, c'est pas, on regarde pas ce genre de programme pour la beauté du programme, on va dire. C'est pour la poésie, oui, c'est sûr. Non, mais c'est ça.
Quand il y a des différences, encore des questions pièges, hein, mais quand il y a des Non, mais différences j'ai pas de problème. fondamentales dans la langue, comme des expressions qui n'existent pas, ça arrive, hein, surtout du coup tu fais aussi anglais et espagnol comme moi. Il y a le you typiquement, quand est-ce qu'on décide, est-ce que le narrateur est passé à you, est-ce que c'est un gentleman, donc du coup oui, il reste sur le vous pour être un peu distant mais charmeur, ou est-ce qu'il a tutoie parce que c'est super difficile ce genre de questions. Ouais, ça fait toujours l'objet de questions, hein. Dans ces cas-là, c'est bien d'essayer de choper un peu plus de contexte sur essayer de lire un peu avant, un peu après, enfin, tu vois, voir dans jusqu'à quel point là, une relation entre nos protagonistes peut évoluer. Est-ce que ça va rester vraiment très froid, auquel cas tu peux garder le goût? Mais oui, c'est jamais. Tu trouves jamais la réponse sur une phrase. Hein, tu vois, c'est tout un contexte qui fait que. Le contexte autour, quoi. C'est ça, ouais. Ou alors parfois, enfin, je veux dire, tu pourrais te dire, moi je le verrais bien se tutoyer, puis en fait, tu as des consignes du client qui disent non, là c'est vous parce que point barre, quoi. Okay. C'est pas toi qui décide. Okay. Oui, j'allais dire, j'imagine que le contenu audio, vidéo, ça aide par rapport à l'intonation, justement au contexte, on entend mieux la colère, etc. Bien sûr. Ouais. Donc ça aide sur certains choix de traduction. Lorsque c'est des sous-titrages, est-ce qu'il y a des obstacles dans ces contenus quand même qui sont différents de quand on a un article écrit seulement, qu'on n'a pas d'image, qu'on n'a pas de vidéo? Est-ce qu'il y a d'autres problématiques qui se posent avec ces contenus? La place. Ouais. C'est le seul. La place, l'accent éventuellement. L'accent des locuteurs. Mais sinon, oui, c'est la place, quoi. Comment je vais faire le G 300 caractères en 60, quoi. Surtout quand on bascule le type espagnol-français où on a beaucoup plus de longueur. Ouais, c'est pas de l'anglais au français, c'est pareil. T'as un taux de foisonnement qui est vers les 20%, donc c'est beaucoup. Ouais, mais ça rend d'autant plus valorisante, entre guillemets, le fait de trouver un truc fait. Putain, ouais, là, ça sonne bien ce que j'ai fait. Ouais, j'imagine. Ouais, c'est pas toujours évident, loin de là, mais. La traduction littéraire, c'est rémunéré aussi, donc ça, aux espaces, pas aux espaces, au nombre de caractères qu'il y a, etc. Est-ce que c'est différent pour... Ça dépend. La trad ça peut aussi être à la page, au feuillet. Enfin, ça va dépendre du contenu. Enfin, après, voilà, je suis pas spécialiste de ce truc-là, mais. Ouais, aussi. Ouais. Est-ce que du coup, en vidéo, il y a aussi la longueur d'un épisode, d'une saison, d'une série. Est-ce que c'est rémunéré selon d'autres critères C'est général. Le plus courant, c'est la minute de programme. Ok. Voilà, tu fixes un prix à la minute de programme. Ok. Je savais pas du tout. Et c'est le plus. C'est la meilleure manière de t'y retrouver, on va dire, en termes de temps passé et argent perçu. Il y a aussi des. Si tu bosses sur une série qui s'étale sur plusieurs saisons, avec, je sais pas, avec une palanquée d'épisodes, tu peux avoir tu peux essayer le client va peut-être essayer de négocier avec toi un forfait à l'épisode, tu vois, qui sera peut-être un petit peu moins que ce que tu aurais fait en tarif minute de programme, mais qui en fait sur la globalité de la série, bon, ça se rattrape, quoi. Ok. Après, il y a aussi, on nous a beaucoup dit de faire attention à la rémunération aux sous-titres, parce qu'en fait, d'un programme à l'autre, c'est jamais évident. Enfin, je veux dire, si tu peux avoir des films d'1 heure et demie où tu vas avoir 600 sous-titres à tout péter parce que c'est absolument pas bavard et puis tu vas avoir des trucs de 1 heure où tu as 1200 sous-titres, quoi. Oui, c'est vrai qu'au final, la minute, ça veut rien dire d'un document à un autre, quoi. C'est ça. La minute, en fait, c'est une espèce de valeur étalon, quoi. Ouais. Pour ça, c'est bien. Ouais. Après, les trucs sont trop aléatoires. Oui, c'est vrai que du coup, tu connais pas l'œuvre avant de l'avoir étudiée, donc tu peux passer d'un truc super dense à quelque chose de vachement... Bien sûr.
Ouais. Et puis c'est pas toujours évident d'avoir les vidéos en avance pour dire d'accord, mais je veux regarder à quoi ça ressemble, quoi. Des fois, ouais, une mauvaise surprise, ça peut arriver, j'imagine. Oui, oui, ça arrive toujours. Ouais. Mais on se fait avoir une fois, comme ça, et puis après c'est bon. Ouais, c'est l'expérience après. C'est ça, exactement. Est-ce que tu as la sensation que c'est un métier un peu qui commence à être bouché? Est-ce que au contraire, on te sollicite vachement? Il n'y a pas forcément un grand nombre de traducteurs pour qui se proposent pour les contenus, je sais pas, vidéo ou à l'inverse, dans un autre type. Euh, bah, je veux dire, de fait, plus il y a de traducteurs, entre guillemets, tu peux te dire que moins la part du gâteau pour chacun est importante. Après, je veux dire, les productions, enfin, je vais parler sur tout ce qui est audiovisuel parce que c'est quand même là-dedans que je m'y connais le plus. Je veux dire, je pense on est à une époque où on a rarement autant produit d'œuvres audiovisuelles, films, séries, ou quoi que ce soit, documentaires, etc. Le truc, c'est que je veux dire, on forme des traducteurs je veux dire, tous les ans. Il y en a, je sais pas combien en sortent tous les ans en France, en Europe et dans le monde, mais il y en a. Enfin, je veux dire, c'est des professionnels formés qui sont comment dire, rompus aux contraintes, etc., qui connaissent vraiment les problèmes et les problématiques à gérer. Sauf que bah, l'hégémonie de tout ce qui est Netflix, Amazon, Disney, etc., fait, fait qu'en gros, ça propose des catalogues de programmes énormes, mais ça paye ses travailleurs au lance-pierre. Je veux dire, j'ai partagé il y a pas très longtemps j'ai un profil LinkedIn, je pense, depuis 7 ans maintenant, 8 ans. J'ai partagé mon premier article la semaine dernière sur, bah, c'est un truc qui avait été publié sur les sites de l'ATA, justement, genre, un truc sur je suis en train de le chercher, du coup, je vais t'envoyer le lien. Sur la piètre qualité des sous-titres sur ces plateformes-là. Et genre, en fait, c'est pas qu'on manque de traducteurs, c'est que vous ne payez pas bien les traducteurs. En gros, c'est le message important de ce truc-là, c'est ça, quoi. Donc, si on est rémunéré décemment, je pense qu'on peut plus ou moins tous bosser sans se tuer à la tâche et en vivant quand même assez décemment. Parce que le contenu, enfin, je veux dire, il suffit de regarder le contenu de Netflix US ou même juste de Netflix France, enfin, tu vois, c'est vertigineux la quantité de séries qu'il y a. Mm. Je trouve ça encore Voilà, plus donc, flagrant, enfin, à titre personnel, hein, sur Amazon Prime, le nombre de choses qu'il y a ouais, et c'est vrai que Prime, c'est abusé, hein. c'est choquant. Enfin, franchement, ça m'a vachement étonnée, quoi. Ah ouais, tiens, je t'envoie l'article si tu as l'occasion de le lire, c'est assez intéressant. Ouais, super. Puis si tu veux le faire rire aussi Mm. Ouais, à tes collègues. Donc, enfin, je veux dire, c'est un métier bouché. Enfin, je veux dire, je vais pas te faire un discours de vieux con en disant oui, non, il faut absolument que personne de. Enfin, je veux dire, je vais pas travailler jusqu'à 80 ans et c'est le cas aussi de mes collègues. Donc, enfin, puis c'est Mm. toujours bien en plus de ça d'avoir un renouvellement qui se fait comme ça parce que ça permet aussi, voilà, Enfin, je veux dire, moi, clairement, si j'ai du boulot aujourd'hui, c'est parce que mon ancien prof m'a foutu le pied à l'étrier sur du filtrage, etc., quoi. Ouais. Donc, enfin. Il aurait très bien pu se dire, vas-y, j'ai beaucoup de boulot, je le garde pour moi et ralasse, quoi. Mm. Bon, C'est il clair. n'a pas fait ça, tu vois. Donc, je pars du principe que les futurs traducteurs qui arriveront sont des potentiels futurs collègues. Il y en a avec qui je vais m'entendre, d'autres avec qui je vais peut-être pas forcément m'entendre parce qu'on n'aura pas les mêmes vues sur, oui, les prix, qu'est-ce qu'on fait, la qualité, les conditions de travail, etc. Mais Mm. je veux dire, tu m'aurais posé la question il y a quoi, allez, 20 ans, 25 ans. Je t'aurais dit, vas-y, fonce. Enfin, je veux dire, c'est sûr que ça va exploser. Tu vois, Internet, machin et tout, ça va créer des trucs. Là, genre, Internet, on est en plein dedans. Et la production, c'est pas arrêté pour autant, tu vois. Je veux dire, on crée beaucoup. Là, le truc, c'est que maintenant, il faut essayer de se battre, d'aller récupérer, en gros, des conditions de travail décentes pour que tout le monde puisse bosser pour ces plateformes. Voilà, ça, c'est et je veux dire, après, enfin, l'être humain est suffisamment prolixe dans ses productions aujourd'hui pour qu'il y ait du boulot pour tout le monde, à mon avis. Oui. Surtout qu'en traduction audiovisuelle, il y a aussi
Tout un côté auquel on ne touche pas beaucoup, qui s'appelle l'accessibilité, donc qui va être pour tout ce qui est personnes sourdes et malentendantes. Et là-dessus, il y a du boulot à plus quoi, se faire en foutre, quoi. Oui, je pense que le plus gros problème, ça va être la condition de travail, parce qu'on sait que plus il y en a, et plus moins on fait attention au travail qu'il y a Bien derrière. sûr. Et pour finir, est-ce que du coup, tu aurais des conseils que toi, tu voudrais donner, ou un avis tout simplement à partager libre Des conseils, ouais, j'ai clairement pas assez d'expérience pour donner des conseils, mais les traducteurs et les traductrices ont ce côté genre ont du mal à être reconnus comme des professionnels. Enfin, j'ai l'impression entre guillemets, en tout cas, ont du mal à être reconnus comme des professionnels à part entière parce que pour beaucoup de gens, on est celles et ceux qui genre mais tu parles trop bien anglais. Plus ou moins déjà parce que moi clairement je suis pas très à l'aise à parler en anglais. Mais enfin, oui, ou alors t'es le genre de personne à qui on demande, mais ça veut dire quoi? Bon, stop. Enfin, tu vois, c'est un métier particulier qui demande une formation particulière, etc. Donc, enfin, essayer aussi de faire valoir et de valoriser ce truc-là. Genre, on n'est pas juste des gens qui comprenons bien l'anglais, tu vois, on est des gens qui maîtrisons aussi a priori très bien notre langue maternelle, sinon c'est pas quelque chose de viable sinon. Et oui, il y a des gens et des gens formés qui ont des vraies capacités, des vraies connaissances, et qui sont pas juste des bilingues de comptoir. Et du coup, j'ai cru comprendre que tu avais un peu voyagé, donc je sais pas combien de temps tu es parti à l'étranger, mais est-ce que tu considères que ça t'a orienté à la traduction et est-ce que ça t'a aidé d'avoir fait ces voyages-là pour comprendre, je sais pas, la langue, le parler d'une culture qui est différente? Ou sans plus, hein. Non, pas particulièrement. Enfin, je veux dire, j'ai voyagé que dans des pays principalement anglophones, donc bon, c'est c'est pas tel ou tel voyage qui a réveillé la traduction en moi. Je pense que c'était là depuis assez longtemps, mais qu'à un moment donné, ça s'est révélé parce que je sais même pas vraiment pourquoi en fait. Tu vois, c'est venu comme ça et oui, c'est quand même un truc sympa. Tu vois, comme boulot, ça a l'air cool quoi, genre de permettre le pont entre Ouais. entre entre un interlocuteur et qu'il y a une personne qui écoute qui peut pas comprendre. Enfin, tu vois, Ouais. ou qui Bah, peut lire, qui peut pas lire. Tu vois, il y a ce truc là je quoi. pense que c'est un truc de notre génération de voilà, vouloir aussi, bah, comme tu dis, bah, faire le pont entre tout ce qui peut être partagé, quoi. Voir Ouais, un bien sûr. document qui est dans une langue que tout le monde ne maîtrise pas, c'est quand même un avantage de pouvoir avoir une traduction, de pouvoir partager des informations. Enfin voilà, quand je dis information, c'est au sens large, hein, d'un pays à un autre, Bien sans sûr. barrière de la frontière, quoi. Ouais, c'est intéressant. Non, si je peux revenir sur un conseil éventuellement, c'est si vous avez l'occasion et si vous avez le temps aussi et si vous pouvez vous permettre, spécialisez-vous sur une langue. Alors je déteste ce mot, mais il y en a pas beaucoup. Dite rare. Sachant que le japonais est considéré comme une langue rare, donc ce que je trouve un peu bête, mais parce qu'il y a quand même énormément de boulot en japonais. Japonais, coréen, ça c'est des trucs qui fileront du boulot, qui fileront du boulot. Japonais, coréen, chinois éventuellement. Après je connais pas la learning curve de ces langues-là, mais je pense que c'est pas non plus les plus simples. Donc faut pas se dire je commence l'activation et je veux traduire dans 2 ans avec. Tu vois, Oui, oui, c'est sûr. mais je pense qu'à terme c'est quelque chose d'assez intéressant.